possible. Madame Mörk. D'accord, pardon, oui. Bon, ça démarre pas vite. Mais ça tombe très bien parce que je voulais justement rebondir sur... Enfin, je voulais saluer votre analyse de tout à l'heure qui... Quand vous disiez que tout n'était pas que budgétaire en matière d'enseignement supérieur, mais aussi d'accompagnement. Et c'est une mission d'adulte souvent négligée, une responsabilité de chacun d'entre nous, hein, que ce soit pour épauler nos propres enfants ou pourquoi pas ceux d'à côté. On pourrait imaginer un tutorat simple des jeunes, parmi ceux qui sont le moins suivis par leur famille, parce ils ont souvent un grand sentiment de solitude, de détresse. Et il y a un vivier de compétences chez les jeunes complètement inexploité. Il y a cette inhibition aussi de l'aide, voilà, qui pourrait être presque naturelle sans une espèce d'usine à gaz. Bon, voilà, la parenthèse est refermée. La question était sur le... On fait l'objet d'interpellations assez récurrentes de la part des enseignants-chercheurs. Il s'agit de la sanctuarisation du temps consacré à la recherche. 80% d'entre eux estiment ne pas avoir le temps de mener à bien les missions qui leur sont confiées en raison du temps perdu dans la recherche de financement, de la gestion ou encore à la justification des dépenses liées au projet de recherche. Alors une réflexion est-elle conduite par le ministère en concertation avec les acteurs de la recherche en vue d'optimiser et de sanctuariser le temps consacré par nos chercheurs à ce qui doit être le cœur de leur activité, la recherche? Merci. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame Dubois. Madame la Ministre. Alors, bon, en ce qui concerne peut-être, pour commencer en réponse à Madame la députée Morche, la question des enseignants-chercheurs et de leur temps de recherche et du fait qu'ils passent trop de temps à faire de l'administration, de la justification, à chercher financement, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux métier, qui est celui de chercheur et d'enseignant-chercheur, c'est vrai qu'il est assez atypique, hein, puisque c'est un métier dans lequel on cherche beaucoup de quoi travailler, ce qui est quand même pas complètement banal. Mais bon, ça fait partie du charme de ce métier. Et de ce point de vue-là, en France, on n'est pas les plus mal lotis, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres pays où on cherche avant et toute chose son salaire. Donc, de ce point de vue-là, il n'empêche que c'est vrai que le côté de justification, etc., est de plus en plus lourd et que là aussi, ça me paraît très important qu'on soit, un, en capacité de simplifier et deux, en capacité de faire confiance a priori et de vérifier en ex post. Alors, c'est un vrai sujet qui est un sujet permanent et récurrent, hein, parce que on ne peut contrôler en ex post que sur un basal, si je puis dire, qui comprend relativement peu d'erreurs de gestion et d'erreurs de justification. Donc il faut à la fois progresser et faire en sorte qu'on puisse accéder, si je puis dire, au contrôle ex post. Là, je parle vraiment des contrôles financiers, comptables, etc., hein, puisque c'est très souvent de l'argent public. Et donc, évidemment, il faut qu'on rende compte de l'argent public qu'on utilise. Ça fait pas, enfin, c'est complètement normal. Donc, là-dessus, oui, je sais que c'est un vrai sujet. Et vraiment, mon objectif, c'est qu'on soit en capacité de libérer effectivement du temps de recherche, parce que c'est effectivement essentiel qu'on en conserve suffisamment. Je n'ai pas de solution miracle du tout là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Une idée, ça pourrait être vraiment de pousser la réflexion qui a commencé déjà, hein, sur le fait que déjà tout le monde ait les mêmes logiciels de gestion. Vous voyez, quand vous êtes dans un laboratoire à 3 tutelles, vous pouvez éviter d'avoir 3 logiciels de gestion financière différents. Déjà, ça vous aide parce que vous en connaissez un, vous n'êtes pas obligé d'en connaître 3. Donc voilà, il y a déjà des choses qui sont lancées de ce type-là et qui n'ont pas été lancées par moi, hein, qui existaient avant que j'arrive. Et il faut vraiment qu'on soutienne et qu'on améliore encore ça. La politique et l'espace, donc oui, vous l'avez mentionné, Ariane 6, c'est vraiment le programme européen phare. C'est très important parce que ça nous donne accès de façon autonome à l'espace. Vous savez que on commence à avoir de sérieux concurrents en termes de lanceurs, hein, notamment le lanceur SpaceX.
avec une particularité, c'est que comme ce lanceur est réutilisable, le coût de lancement est à peu près 2 fois moins élevé que le coût de lancement d'Ariane 6. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un système qui est un petit peu compliqué, donc il faut vraiment, pour soutenir le programme Ariane 6, qu'on ait vraiment à la fois des tirs institutionnels européens qui utilisent Ariane 6, hein, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'on soit en capacité de soutenir l'innovation dans toutes les filières spatiales, parce que c'est parce qu'on sera capable de penser de nouvelles formes de moteurs, parce qu'on sera capable d'innover dans les matériaux, dans tout un tas de choses, que on reprendra un avantage compétitif, sachant que le monde des lanceurs va être de plus en plus compétitif, hein. On en annonce aussi côté Chine. Enfin voilà, donc ça va être un vrai sujet. Et donc c'est le moment évidemment de continuer à soutenir fortement tous ces projets, de manière à ce que justement on puisse avancer et qu'il puisse y avoir de l'innovation et qu'on puisse rester en fait souverain en termes d'accès à l'espace. Ce que je disais dans mon propos liminaire, c'est que c'est très important aussi que les gens se rendent compte de tout ce que cet accès à l'espace leur apporte dans leur vie quotidienne, hein. Vous avez mentionné effectivement, alors la météo, ça commence à peu près rentrer dans les mœurs, il se passe quelque chose, parce qu'on parle des images satellites, donc voilà, mais sur tellement d'autres choses. Et donc ça, effectivement, il faut le faire savoir. Dans le plan climat, bien sûr, hein, le côté spatial est très important et il a été complètement inclus. Le spatial, c'est aussi, et j'en parlais tout à l'heure, probablement le prochain boom économique, hein, qui va être autour de tout ce qui est données. Voilà, il faut qu'on invente maintenant et qu'on innove, hein, sur la partie usage, mais la quantité de données brutes qui sont acquises grâce aux programmes spatiaux vaut probablement de l'or. Il faut juste maintenant qu'on soit capable de traiter ces données et puis d'en faire quelque chose et d'en faire un business derrière. Ça vaut de l'or pour la recherche, c'est très très clair aussi. Donc c'est très important qu'on garde ça. L'Agence spatiale européenne est un très bel outil. Et on est typiquement sur ce que je disais tout à l'heure en termes de très très grande infrastructure de recherche, dans un domaine où on est incapable de le faire si on est seul. Et on ne le fait que parce que c'est coporté par de très nombreux pays européens et que l'Agence spatiale européenne est cofinancée par de très nombreux États. Parce que seul, on serait absolument incapable d'avoir une politique spatiale aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en plus, j'allais dire, donne encore un peu plus de sens à l'Europe si c'était nécessaire. Sur la désaffection des filières scientifiques, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'explication à cette désaffection des filières scientifiques. Chacun a la sienne. Probablement que là encore, on fait peut-être moins rêver quand on parle de licence de mathématiques ou de licence de physique que quand on parle de licence de psychologie ou de licence de sociologie. Peut-être parce que là encore, on n'explique pas suffisamment tout ce que ces disciplines apportent, tout ce qu'elles sont en capacité d'expliquer, tout ce qu'elles sont en capacité de générer comme objet de la vie quotidienne. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, en tout cas, je suis persuadée qu'une part de la solution, ce sera de réenchanter la relation entre la société et les sciences. Je crois que cette relation, elle s'est cassée. Aujourd'hui, vraiment, la majorité des gens voient le chercheur comme l'apprenti sorcier. Quand ils pensent science, ils pensent effets secondaires des vaccins, ils pensent organismes génétiquement modifiés. Enfin voilà, ils pensent que des choses négatives. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, ils confondent
voilà, il confond la connaissance scientifique avec la croyance, et c'est terrible. Les gens maintenant ont des opinions. C'est parfait d'avoir une opinion, hein, vraiment, mais enfin une opinion, c'est pas un fait scientifique, c'est une opinion. Et ça, c'est peut-être aussi lié à la gestion de l'information, hein. Il y a tellement, tellement d'informations non hiérarchisées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une des premières choses qu'il va falloir apprendre, mais même aux enfants petits, hein, on ne va pas attendre le supérieur, c'est hiérarchiser l'information. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important. Et voilà. Après, c'est une désaffection qui est liée aussi peut-être au fait il y a beaucoup de filières d'ingénieurs. Et donc finalement, il y a beaucoup de gens qui partent dans ces filières d'ingénieurs et qui ne vont pas sur les filières plus académiques. Voilà, il y a énormément de choses. Du coup, derrière, ben, évidemment, on a beaucoup de mal à trouver des enseignants pour le primaire et pour le secondaire, des disciplines scientifiques. Et donc, c'est aussi un peu un cercle vicieux. Et donc, on ne motive pas les enfants. Et voilà. Mais j'ai pas de solution, et probablement qu'il va falloir réfléchir à ce sujet, parce que c'est vraiment un problème. Mais c'est un problème qui est européen et mondial, hein. C'est pas... Donc c'est vraiment un fait de société là. On n'est pas sur quelque chose qui est typiquement français. Voilà, la désaffection pour les études scientifiques, c'est général, et c'est mondial. Pour terminer donc avec la dernière question, qui est celle de Madame la députée Dubois, les formations hors des métropoles, moi je l'ai dit, hein, oui, effectivement, il faut qu'on soit en capacité d'avoir cette offre de formation du supérieur la plus diversifiée possible et de la manière la plus maillée possible sur le territoire. Maintenant, que les choses soient claires, hein, tout ceci a un coût très important, puisque évidemment, dès que vous créez une antenne d'une université quelque part, bah, il faut un minimum d'administration, un minimum de... Voilà. Donc tout ceci a un coût. Alors là, c'est pareil, je peux vous en parler. Le coût, il n'est pas du tout le même déjà si on utilise judicieusement les outils numériques. Ça, c'est la première chose. Et le coût, il n'est pas le même non plus si on travaille ces projets avec les territoires qui vont les porter. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit en capacité que le coût d'installation d'une antenne particulière, spécifique de l'université sur un sujet donné, qui va être extrêmement important pour l'économie locale, pour l'emploi, pour la collectivité, etc., et ben, ce soit un coût qui soit vraiment partagé. Et à ce moment-là, ça devient supportable et on peut le faire. Si c'est un coût qui est uniquement à la charge de l'établissement d'enseignement supérieur, et donc de fait à la charge de l'État, bah, ça devient vraiment très compliqué. D'où l'idée que vraiment, ça me paraît très important que les universités, qu'elles soient internationales, intensives en recherche, qu'elles soient de signature, que toutes les universités aient une relation privilégiée avec leur territoire. C'est vraiment essentiel. Parce que c'est ça qui va permettre d'aller nicher une formation très spécifique, dans un cadre très spécifique, à Grasse, au hasard, hein, autour des arômes et des parfums, d'aller faire quelque chose sur le cinéma et le storytelling à Cannes, d'aller faire quelque chose, voilà. Et du coup, ça devient possible. Si c'est seulement l'établissement d'enseignement supérieur et seulement l'État qui le porte, évidemment, tout est à la concentration de ce point de vue-là, hein. Y compris parce que une antenne qui est isolée, et petit à petit, elle se détache et elle devient autonome de l'université mère, si je puis dire. Et donc, on morcelle complètement et le suivi de cette antenne. Et voilà. Donc, ce sont de vrais nouveaux modèles économiques qu'il faut être en capacité de trouver. Et quand ça fonctionne, c'est totalement possible de le faire. Voilà. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Excusez-moi, vous avez simplement omis la question du bac+1, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi.
En fait, oui, votre question, Madame la députée Riac, et la réponse est les deux, si je puis dire. Euh, il est prévu effectivement que l'on puisse mettre en place des certifications particulières directement d'employabilité avec les filières et les branches. Ça, c'est une possibilité. Mais dans les discussions qui sont en train d'émerger dans le cadre des concertations accès à l'enseignement supérieur, plusieurs propositions parlent aussi de l'équivalent d'année de propédeutique qui existait auparavant, d'année zéro ou d'année 1,5. L'idée étant qu'il y ait à la fois de la remédiation et un début quand même d'unité d'enseignement de première année. Donc toutes ces idées-là sont en train d'émerger. Et bon, je ne sais pas encore comment ce sera stabilisé à la fin. Je ne suis pas sûre qu'il faille un modèle unique, là encore. Hein. Je pense qu'il y a des universités qui préféreront des années de propédeutique, d'autres qui seront en capacité de proposer des choses qui seront plus mixtes, des licences en 4 ans. Enfin, voilà. Là, pour le moment, tout est en discussion. On aura un premier bilan des discussions bilatérales probablement fin août. Des groupes de travail en septembre, et puis on sera capable d'avoir quelque chose d'à peu près ficelé, probablement début octobre ou mi-octobre, ce qui nous laissera normalement le temps de préparer la rentrée à peu près sereinement. Voilà. Pardon. Bien. Est-ce que pouvons-nous conclure cette... Il reste une question? Mais,